Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte des 1001 nuits qui parle du roi grec et du médecin Douban. C'est une histoire que Scheherazade avait racontée à son époux, le redoutable sultan Schahriar. Tu es bien installé? Alors écoute. Il y avait au pays de Zouman, dans la Perse, un roi dont les sujets étaient grecs. Ce roi était couvert de lèpre et ses médecins ne savaient pas le guérir. Lorsqu'un médecin, nommé Douban, se présenta à sa cour. Ce médecin avait puisé sa science dans les livres grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et hébreux, et il connaissait parfaitement les bonnes et mauvaises qualités de toutes sortes de plantes et de drogues. « Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins de votre majesté n'ont pu la guérir de sa lèpre, mais moi, je m'engage à vous guérir. Si vous êtes assez habile homme pour faire ce que vous dites, répondit le roi, je promets de vous enrichir, vous et votre postérité. Le médecin Douban se retira chez lui et fabriqua un maillet. Il en creusa le manche et y mit la drogue dont il voulait se servir. Cela étant fait, il fabriqua aussi une boule de la manière qu'il la voulait, avec quoi il alla le lendemain se présenter devant le roi. Le médecin Douban se présenta devant le roi et après avoir fait une profonde révérence, lui demanda de bien vouloir monter à cheval et à se rendre sur le terrain de maillet. Le roi fit ce qu'on lui disait, et lorsqu'il fut dans le lieu destiné à jouer au maillet, à cheval, le médecin s'approcha de lui avec l'instrument qu'il avait préparé et le lui présentant. « Tenez, sire, lui dit-il, exercez-vous avec ce maillet et cette boule jusqu'à ce que vous soyez en sueur. Quand le remède que j'ai enfermé dans son manche sera échauffé par votre main, il vous pénétrera par tout le corps et sitôt que vous suerez, le remède aura fait son effet. De retour en votre palais, vous irez au bain où vous vous ferez bien laver et frotter, vous vous coucherez ensuite et en vous levant demain matin, vous serez guéri. » Le roi prit le maillet et poussant son cheval après la boule qu'il avait jetée, il la frappa. Elle lui fut renvoyée par les officiers qui jouaient avec lui. Il la frappa encore et encore, et le jeu dura si longtemps que sa main et son corps furent bientôt tout en sueur. Alors le roi cessa de jouer, s'en retourna dans son palais et se rendit au bain comme le médecin l'avait prescrit. Il s'en trouva fort bien, car le lendemain, en se levant, il s'aperçut avec autant d'étonnement que de joie que sa lèpre était guérie et qu'il avait là le corps aussi net que s'il n'eût jamais été attaqué de cette maladie. Quand il entra dans la salle d'audience publique où il monta sur son trône parfaitement guéri, tous ses courtisans furent paraître une extrême joie. Le médecin Douban entra à son tour dans la salle
Le roi Lien aperçut, l'appela, le fit asseoir à son côté et le montra à l'assemblée en lui donnant publiquement toutes les louanges qu'il méritait, avant de l'inviter à manger à sa table, seul avec lui. Mais le roi grec ne se contenta pas de recevoir à sa table le médecin Douban. Il le fit revêtir d'une longue robe fort riche, lui fit donner 2000 sequins et répandit sur lui tous les jours de nouveaux bienfaits. Or ce roi avait un grand vizir qui était avare, envieux et naturellement capable de monter toutes sortes de crimes. Il n'avait pu voir sans peine les présents qui avaient été faits au médecin, dont le mérite commençait à lui faire ombrage. Il résolut de le perdre dans l'esprit du roi. « Sire, lui dit-il, en comblant de bienfaits le médecin Douban, vous savez donc pas que c'est un traître qui ne s'est introduit dans cette cour que pour vous assassiner ? De quoi tenez-vous ce que vous osez me dire là ? Se récria le roi. Je suis sûr que cet homme que vous traitez de perfide et de traître est le plus vertueux et le meilleur de tous les hommes. Vous savez par quel remède, ou plutôt par quel miracle, il m'a guéri de ma lèpre. S'il en veut à ma vie, pourquoi me l'a-t-il sauvé ? Cessez donc de vouloir m'inspirer d'injustes soupçons. Au lieu de les écouter, je vous avertis que, dès ce jour, je fais à ce grand homme, pour toute sa vie, oui, pour toute sa vie, une pension de 1000 sequins par mois. Et même si je partageais avec lui toutes mes richesses et mes états même, je ne le paierai pas encore assez de ce qu'il a fait pour moi. Sire, se défendit le vizir, si vous n'y prenez garde, la confiance que vous avez en lui vous sera funeste. Je sais que c'est un espion envoyé par vos ennemis pour attenter à la vie de votre majesté. Il vous a guéri, dites-vous, mais qui peut vous en assurer ? Il ne vous a peut-être guéri qu'en apparence. Que sait-on si ce remède, avec le temps, ne produira pas un effet pernicieux ? Le roi grec, qui avait naturellement fort peu d'esprit, n'eut pas assez de fermeté pour persister dans son premier sentiment. « Vizir, dit-il, tu as raison. Il peut être venu exprès pour m'ôter la vie. Sire, le moyen le plus sûr et le plus prompt pour assurer votre repos et mettre votre vie en sûreté, c'est d'envoyer chercher aussitôt le médecin Douban et de lui faire couper la tête dès qu'il sera arrivé. » Le médecin Douban, sans savoir ce que le roi lui voulait, courut au palais. « Je t'ai fait venir, lui dit le roi, pour me délivrer de toi, en te faisant ôter la vie. » Il n'est pas possible d'exprimer quel fut l'étonnement du médecin lorsqu'il entendit prononcer son arrêt de mort. « Sire, dit-il, quelle raison peut avoir votre majesté de me faire mourir ? Quel crime ai-je commis ? » « J'ai appris, répliqua le roi, que tu es un espion et que tu n'es venu dans ma cour que pour attenter à ma vie, et je veux te ravir la tienne. » « Est-ce ainsi, s'étonna le médecin, que vous me récompensez du bien que je vous ai fait ? » Mais le roi ne l'écouta pas et ordonna au bourreau de lui porter le coup mortel. « Sire, s'écria le pauvre médecin, prolongez-moi la vie, Dieu prolongera la vôtre. Ne me faites pas mourir, de crainte que Dieu ne vous traite de la même manière. Non, 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 tu dois mourir, sans quoi tu pourrais ôter la vie, plus subtilement encore que tu ne m'as guéri.
Le médecin, à genoux, s'adressa encore une fois au roi. « Sire, lui dit-il, puisque votre majesté ne veut point révoquer l'arrêt de ma mort, je la supplie du moins de m'accorder la liberté d'aller jusque chez moi faire mes adieux à ma famille et léguer mes livres à des personnes capables d'en faire bon usage. J'en ai un, entre autres, dont je veux faire présent à votre majesté. C'est un livre fort précieux et très digne d'être soigneusement gardé. Et pourquoi ce livre est-il aussi précieux que tu le dis ? Répliqua le roi intrigué. Sire, reprit le médecin, c'est qu'il contient une infinité de choses, dont voici la principale. Quand on m'aura coupé la tête, que votre majesté veuille bien se donner la peine d'ouvrir le livre au 6e feuillet et de lire la 3e ligne de la page à main gauche. Ma tête, alors, répondra à toutes les questions que vous voudrez lui poser. Le roi, curieux de voir une chose si merveilleuse, remit au lendemain la mort du médecin et l'envoya chez lui sous bonne garde. Comme le bruit s'était répandu qu'il devait arriver un prodige inouï après le trépas du médecin d'Auban, toute la cour se rendit le jour suivant dans la salle d'audience pour en être témoin. On le vit bientôt paraître et s'avancer jusqu'au pied du trône royal avec un gros livre à la main. Là, il se fit apporter un bassin sur lequel il étendit la couverture dont le livre était enveloppé. Puis, présentant le livre au roi, « Sire, dit-il, prenez s'il vous plaît ce livre, et dès que ma tête sera coupée, commandez qu'on la pose dans le bassin sur la couverture. Alors vous ouvrirez le livre, et ma tête répondra à toutes vos demandes. Mais, sire, ajouta-t-il, permettez-moi d'implorer encore une fois la clémence de votre majesté. Au nom de Dieu, laissez-vous fléchir. Je vous jure que je suis innocent. Tes prières, répondit le roi, sont inutiles. Et quand ce ne serait que pour entendre parler ta tête, après ta mort, je veux que tu meures. En disant cela, il prit le livre des mains du médecin et ordonna au bourreau de faire son devoir. La tête fut coupée si adroitement qu'elle tomba dans le bassin, et elle fut à peine posée sur la couverture que le sang s'arrêta. Alors, au grand étonnement du roi et de tous les spectateurs, elle ouvrit les yeux et prenant la parole, « Sire, dit-elle, que votre majesté ouvre le livre. » Le roi l'ouvrit. Trouvant que le premier feuillet était comme collé contre le second, pour le tourner avec plus de facilité, il porta le doigt à sa bouche et le mouilla de sa salive. Il fit la même chose jusqu'au 6e feuillet et ne voyant pas d'écriture à la page indiquée, « Médecin, dit-il à la tête, il n'y a rien d'écrit. » « Tournez encore quelques feuillets, répondit la tête. Le roi continua d'en tourner en portant toujours le doigt à sa bouche, jusqu'à ce que le poison dont chaque feuillet était enduit vienne à faire son effet. Le roi, tout à coup, se sentit pris de malaise. Sa vue se troubla et il se laissa tomber au pied de son trône avec de grandes convulsions. Quand le médecin d'Auban, ou pour mieux dire sa tête, vit que le poison faisait son effet et que le roi n'avait plus que quelques moments à vivre, « Tyran !» s'écria-t-elle, « voilà de quelle manière sont traités les princes, qui, abusant de leur autorité, font périr les innocents. » La tête eut à peine achevé ces paroles que le roi grec mourut et qu'elle-même perdit aussi le peu de vie qui lui restait.
Voilà, notre voyage à travers ce conte vient de se terminer. Je propose qu'on passe maintenant à son décryptage. Je rappelle ici que c'est un conte des 1001 nuits que Scheherazade avait raconté à son époux, le sultan de Perse. Et ce conte, comme d'autres contes d'ailleurs, avait beaucoup fasciné le sultan. Alors peut-être parce que il a trouvé dans ce conte les clés et des messages pour lui-même. En tout cas, nous, on va y trouver plusieurs clés et plusieurs symboles qui s'appliquent vraiment à notre vie moderne. Et on va commencer directement avec la question centrale. Mais de quoi est-ce que ce conte nous parle? En fait, il nous parle, en dehors de la guérison et de la stupidité du roi grec, ce conte nous parle des pouvoirs de notre cerveau. Alors, quels sont ces pouvoirs? Pour le savoir, on va rentrer dans les détails du conte. Donc l'histoire commence avec le roi malade. Alors déjà, c'est un premier symbole, assez important. Cette maladie du roi nous montre que, en fait, le pouvoir est en crise, que le pouvoir est vulnérable et en plus, il est corrompu. Et ça, on va le voir un peu plus loin. Normalement, dans notre imaginaire collectif, on voit le roi, on s'attend en tout cas à ce que le roi soit fort, qu'il soit calme, clairvoyant et surtout sûr de lui, pour ne donner que quelques qualités. Mais ici, dans le conte, notre roi, il est faible et très influençable. Il n'est pas dans la dignité du vrai roi. D'ailleurs, tu as remarqué, il y a ce dialogue, ou plutôt un monologue du roi, où il défend avec beaucoup d'énergie, de véhémence, le médecin auprès du vizir. Une fois que le médecin l'avait guéri, et le vizir vient un peu comploter, critiquer, le roi, il s'énerve, il parle avec emphase, il en rajoute, comme s'il n'était pas sûr de ses propres opinions, en fait. Il se justifie. Et c'est intéressant parce que ce besoin de se justifier avec autant de force montre que le roi n'est pas sûr, il a une vraie fragilité là. On voit ses faiblesses, parce qu'il réagit avec toute cette fébrilité. La vérité, la vraie force intérieure, n'ont pas besoin de se défendre comme ça. Elle s'impose avec évidence. Donc ici, on a un souverain affaibli. Alors très bien, comment ça s'applique à nous? Que représente le roi en fait? Et si on reprend les travaux de Jung, notamment ses travaux sur les archétypes, le roi est l'un des 4 archétypes fondamentaux de notre psyché, de notre personnalité. On a tous un roi au fond de nous. Et la question est, comment est-ce que ce roi se sent? Comment est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il s'exprime? Dans le conte, en tout cas, notre roi, il est malade, il est fragile. C'est comme pour nous dire que nous aussi, par moments, au cours de notre vie, on peut avoir notre roi intérieur, fragile aussi. Les choses ne sont pas statiques. Donc, à certains moments, on va aussi se sentir vaciller, se sentir fragilisé. Il s'agit de le reconnaître. Mais tout n'est pas perdu, bien, parce qu'il y a un médecin extraordinaire, et ce médecin s'appelle Douban. Et il parvient à guérir le roi. Et tiens, c'est intéressant parce que il le guérit en fait par un jeu. Le conte, il y a tout un passage qui explique comment la guérison se passe. C'est un jeu de pommes. C'est intéressant de s'arrêter là quelques instants, parce que, en fait, pour guérir le roi, le médecin utilise un remède indirect, subtil. Ce qui veut dire que la vraie sagesse n'agit pas de front,
mais par des chemins un peu détournés. Et ce postulat est d'ailleurs très ancré dans la culture orientale. Rien n'est de front. Donc, la guérison ici passe par le mouvement du corps, par le jeu. Elle passe par l'expérience, par le corps, par une action qui en fait n'a rien d'intellectuel. Ici, et le conte le montre très très clairement, on se détache du mental. Et je propose qu'on essaye de retenir ça, se détacher du mental, parce que on va voir plus loin l'exact opposé de cette méthode, et on va le voir avec le vizir. Mais parlons encore un peu du médecin. Donc, le médecin Douban lui-même, il représente un autre archétype, des 4 archétypes jungiens, il représente l'archétype du magicien. Mais Douban est le bon magicien, ou un magicien dans sa manifestation vraiment lumineuse, celui qui fait du bien. C'est un homme sage, instruit, et qui met sa connaissance au service du bien. Et bien sûr, c'est un archétype qui fait aussi partie de nous, au même titre que le roi. Jung l'appelait notre guide intérieur. Donc, l'archétype du magicien, on a dit, il fait partie de nous. Et la question est la même ici que celle pour le roi. Comment est-ce qu'il est, notre magicien? Est-il bien instruit, bien intentionné? Tiens, voilà une question intéressante, parce que dans ce conte, on va faire connaissance avec son double, le mauvais magicien, le vizir. Donc, le roi est guéri, et à ce moment-là, son conseiller le plus proche, le vizir, est pris d'une extrême jalousie. Il est dévoré par la jalousie. Il représente le magicien aussi, mais la partie sombre de cet archétype-là. C'est l'ombre du pouvoir, c'est la calomnie, c'est la manipulation, c'est tout ça en fait. Parce que, en fait, vizir, il a peur de perdre sa place auprès du roi. Et donc il va mentaliser à outrance. Il va élaborer tout un tas de stratégies, alors déjà pour apaiser cette peur qui le ronge, et pour faire du mal. Il va faire du mal. Et dans ce conte, ce qui est mis en avant, c'est pas tant le roi affaibli, sa maladie, que le combat entre le bien et le mal chez le magicien. En fait, à l'intérieur de l'archétype du magicien. Et tout ça, le bien et le mal, fait partie de nous. Le magicien sombre et le magicien lumineux sont à l'intérieur de nous. Donc ce médecin qui représente le bien, la lumière et qui travaille, on l'a dit tout à l'heure avec sagesse et subtilité, peut certes accomplir des miracles, comme soigner la lèpre, parce que c'était une maladie qui était réputée incurable, mais il y a certaines choses qu'il ne peut guérir en fait, comme la méfiance, le manque de discernement et une extrême ingratitude chez le roi. Pour gagner ce combat contre le mauvais magicien, le vizir, il faudrait un roi vraiment fort, stable, qui réfléchit bien, mais qui écoute aussi son cœur. C'est très important ça. Or là, nous avons quelqu'un de très faible, très influençable. Il va écouter tout ce que va lui dire son mauvais conseiller, ce vizir jaloux. Il est mal entouré aussi. Tiens, ça montre d'ailleurs combien les dirigeants peuvent être influençables aussi. Mais revenons au conte. Qu'est-ce qu'il symbolise, ce vizir? Qu'on a dit le magicien sombre, et de façon un peu plus prosaïque, il symbolise notre mental, notre cerveau reptilien et limbique, quand il s'emballe. Alors il voit des pièges partout, des menaces, des trahisons. Il est obsédé par le contrôle, il veut nous protéger. En fait, il fait son job de façon archaïque. Il cherche à anticiper, à calculer et créer des stratégies pour apaiser cette peur de perdre quelque chose. Perdre sa place, perdre sa vie.
Mais quand on est comme ça focalisé sur le danger, on finit par en créer un. En tout cas, c'est ce que le conte nous montre. Exactement comme fait le vizir. Il va dénoncer un danger imaginaire, le médecin, et il va fabriquer en fait un vrai truc, la mort du roi. On peut dire là que même avant d'être empoisonné par le livre, l'esprit du roi est déjà rempli de poison. Son mental est saturé, mais littéralement saturé de méfiance, de peur, de doute. Il est saturé par les propos de vizir. Il n'arrive plus à faire barrage. On le voit bien. C'est une métaphore de notre cerveau en mode survie qui sabote, comme le fait le vizir, la vie. En fait, c'est intéressant. La vie, l'univers, ils peuvent nous couvrir de cadeaux, nous offrir des choses merveilleuses et miraculeuses, comme ici la guérison du roi, mais si on se méfie en permanence, si on vit dans la peur comme ça et le contrôle, si on laisse notre cerveau en mode survie nous manipuler, on s'empoisonne. La défiance est l'ennemi de la vie. Elle empoisonne de l'intérieur, elle va brouiller notre discernement et elle va nous rendre extrêmement manipulables. C'est en fait quand le mental devient toxique. Tiens, un autre symbole intéressant ici, c'est le livre qui est toxique. Le livre, c'est un outil du magicien. En fait, il est censé contenir un savoir. Mais ici, le savoir est empoisonné. Symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mental qui est nourri de méfiance et de suspicion devient littéralement poison. Toutes ces choses qui vont intoxiquer l'esprit, comme lire sans confiance, analyser avec un esprit extrêmement fermé, ou vouloir tout contrôler au lieu de vivre tout simplement. Donc voilà, ça va intoxiquer notre esprit. Et le roi respire littéralement son propre poison, comme nous quand on tourne en boucle dans nos scénarios de méfiance, nos grandes stratégies du mental. Alors c'est quoi la clé pour éviter de s'empoisonner comme ça avec le mental? En fait, le conte nous invite à hacker notre cerveau. Ce cerveau qui nous induit dans le contrôle outrancier, la défiance, et qui nous éloigne de la vie. Donc, hacker ce vizir, ce magicien, lorsqu'il devient parano ou jaloux, lorsqu'il salit tout ce qui est beau, l'arrêter, le contrecarrer, ne pas l'écouter plus longtemps. Pour pouvoir faire ça, hacker, contrer ces tendances naturelles chez nous, déjà il faut les reconnaître, il faut un peu de force de caractère. En fait, il faut une vraie colonne vertébrale. Autrement dit, c'est quoi cette colonne vertébrale? C'est le roi fort. Donc il nous faut renforcer notre roi, cet archétype du roi, qui vit, on l'a dit, au fond de notre propre psyché. Si le roi est faible, il va vaciller, il sera influençable, et il va se laisser tout simplement engloutir par le flot de ses pensées malfaisantes. Et tiens, il y a eu des études très intéressantes en neurosciences qui ont démontré que 90% de nos pensées sont naturellement négatives. C'est naturel. Donc, si on pense des choses négatives, il y a rien qui est problématique chez nous. C'est naturel. Par contre, il ne faut pas rester dans cet état-là. On doit veiller au quotidien à hacker ça, hacker notre cerveau, contrecarrer ces pensées négatives qui sont là pour assurer notre survie biologiquement parlant. Il y a des techniques pour ça. Mais pour pouvoir le faire, je le répète ici encore, il faut un roi digne de ce nom. Et en parlant du roi, tu vois, ce conte, d'ailleurs, il aurait pu se terminer autrement. Si le roi était vraiment solide, il aurait accueilli la guérison avec
avec la reconnaissance. Il aurait chassé tout simplement le vizir de sa cour. Et il aurait trouvé à mieux s'entourer, avec par exemple plus de conseillers comme Douban. Et après, une fois guéri, il aurait utilisé ses forces nouvelles, sa santé recouvrée, à faire du bien, à prendre soin de ses sujets, à prodiguer des bienfaits comme tout roi, tout bon roi devrait faire. Mais au lieu de ça, notre roi se laisse manipuler, s'enfonce dans ses choix stupides, mais vraiment stupides, et s'empoisonne. Voilà l'histoire. Ce conte est en fait incroyable. Je le trouve tellement puissant, et ses messages mais sont hyper clairs. Le fait que déjà les protagonistes sont si faciles à imaginer, ils collent parfaitement aux archétypes, le roi, l'archétype du roi, le vizir et le médecin qui tous les deux correspondent à l'archétype du magicien, les deux facettes de cet archétype. Et grâce à tout ça, en fait, le conte, si on le laisse faire, il peut nous habiter un peu. Juste le temps de comprendre comment notre cerveau fonctionne, tu vois. Pas avec les mots, avec les images du conte. Alors d'une part, le cerveau en mode survie, et d'autre part, en mode vie. En mode vie, ça serait intuition, sagesse intérieure, notre capacité à nous guérir nous-mêmes. Là, c'est notre médecin, notre guérisseur intérieur. Et d'autre part, donc on a dit en mode survie, là on est dans la peur, la méfiance, la défiance. Là c'est le vizir. Et bien sûr, savoir comment hacker cette partie, la partie vizir de notre cerveau, avec un roi digne de ce nom. Et je te propose un exercice, et on va justement garder les images de ce conte. Alors, j'ai appelé cet exercice « Renforcer son roi intérieur et hacker son vizir ». Et ça sera un exercice en 3 temps. D'abord, premier temps, observe ton roi intérieur. Ferme les yeux et pose-toi la question. Dans quel état est mon roi intérieur aujourd'hui? Ici et maintenant. Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est calme, digne? Ou bien plutôt fragile, influençable, fébrile? Note une image ou un mot qui te vient. Plusieurs mots, décris-le. Le deuxième temps, on va identifier le vizir. Alors, je te propose de repenser à une situation récente. C'est mieux parce qu'on a plus de détails, plus de souvenirs, où ton mental t'a saboté. Parce que trop de méfiance, parce que tu avais peut-être peur de perdre ta place ou ne pas prendre ta place. Tu avais des soupçons, la jalousie ou le contrôle excessif, tu vois, toutes ces choses qui sont trop inutiles. Et écris en une phrase « Mon vizir m'a piégé quand ?» Ça te permettra de repérer ton propre vizir intérieur dans des petits moments comme ça. Le troisième temps, donc, on va activer le médecin magicien. Je te propose d'imaginer maintenant une action subtile, indirecte, comme le jeu de paume du conte, qui pourrait justement te ramener dans ton équilibre, qui te permettrait de contrecarrer un peu les effets négatifs de ce qui se passe dans ta tête, dans le mental. Peut-être bouger ton corps, ou faire une pause respiration, méditation, une affirmation positive. Choisis une action concrète qui te parle toi, que tu pourras expérimenter dès aujourd'hui en fait. Quelque chose qui te nourrit, quelque chose qui te fait du bien. Voilà. En résumé, ces 3 temps, c'est regarder l'état de son roi, identifier le vizir qui parasite et activer le magicien guérisseur. Tout ça au fond de nous.
Comme toujours, mon conseil est de faire cet exercice par écrit. Si tu as un journal, dans ton journal. Parce que déjà, le fait d'écrire, ça va aider à ancrer les choses. On va s'en souvenir mieux et les images vont nous revenir naturellement comme ça, plus facilement. Et en plus, on peut se relire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau compte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son compte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.